Donc j'invite Étienne Escalier à nous rejoindre. On a maintenant une bonne vision des enjeux de la transition agricole et écologique. Et il est temps de rentrer dans le vif du sujet, je dirais, de l'installation et la transmission. Donc pour le dérouler le fil conducteur de la matinée, nous avons invité Étienne Escalier, qui est jeune agriculteur, fraîchement installé à Miribel-les-Échelles. Il est également administrateur de l'Association départementale pour le développement de l'emploi agricole rural de l'Isère, c'est-à-dire l'ADEA. On vous propose une entrée en matière un peu ludique, puisque Étienne va nous parler de son parcours du combattant dans l'installation. À partir de son expérience, il va essayer de balayer largement tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on s'installe. Et les interventions suivantes essaieront de répondre aux problèmes identifiés par d'autres retours d'expérience concrets sur notre territoire ou ailleurs, et en essayant de mettre en avant les leviers utilisés. Étienne, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Très bien. Bonjour à tous. Alors juste pour me présenter rapidement, donc voilà, comme le disait Ernest, je suis installé depuis le 1er janvier 2021 sur la commune de Miribel-les-Échelles, avec le projet d'élever des vaches laitières et de transformer toute la production à la ferme pour vendre la production donc des produits frais, des yaourts, fromages affinés, produits frais. Pour les vendre en direct à la ferme et sur les marchés, tout ça en bio évidemment, avec un petit troupeau d'une quinzaine de laitières. Donc, juste par rapport à ce que disait Marc juste avant, je voudrais revenir là-dessus et ça me permet de rebondir. C'est voilà sur la PAC, tout ce qui a été dit est très juste et en effet, on avait la possibilité de changer les choses et de faire en sorte que la PAC évolue. C'est plutôt mal parti pour ça et en tout cas, on est plutôt, voilà, la PAC s'oriente vers une continuité de tout ce qui fait ses défauts. Donc malheureusement, c'est un peu difficile d'entendre ça et notamment par rapport au label HVE. Donc je me permets de rebondir là-dessus parce que le label HVE dans la nouvelle PAC, donc pour HVE pour haute valeur environnementale, ce label a été mis au même niveau que le label d'agriculture biologique au niveau des aides, ce qui en soi, voilà, ce qui veut un peu tout dire sur le fait qu'on privilégie un label comme le label HVE qui est un énorme greenwashing et qui est une coquille vide et qui est vide de sens. Voilà, c'est juste en fait pour faire croire aux consommateurs qu'on aura des produits qui seront plus vertueux écologiquement, ce qui est absolument faux. Voilà, donc c'est un non-label, il y aura pas de qualité derrière, mais en tout cas, on veut faire en sorte que les consommateurs le croient. Donc voilà pour le petit côté politique sur la PAC et sur ce label HVE, qui est une aberration totale. Alors pour continuer à me présenter rapidement, donc moi je suis pas du tout du milieu agricole, pas dans ma famille, il n'y a personne agriculteur, parents, tout ça, personne. J'habite dans le pays voironnais depuis une dizaine d'années, mais je suis pas du coin, donc voilà. Donc déjà ça fait deux choses qui font que c'est quand on cherche du foncier et qu'on cherche à s'installer, qu'on n'ait pas de fille ou fils d'agriculteur et qu'on n'est pas du coin, ça fait déjà deux bâtons dans les roues. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur mécanique. Je me suis assez vite rendu compte que c'est pas ça qui me plaisait et que j'allais pas travailler dans un bureau et que je voulais m'orienter vers l'agriculture. Donc, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle l'Atelier Paysan, pour ceux qui connaissent, du côté de Voiron. Et ça fait maintenant 5 ans que je recherche, depuis l'été 2016, je recherchais activement une ferme pour m'installer, pour pouvoir avoir mon projet d'installation et pour devenir vraiment agriculteur à mon compte. Et voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher une ferme. Au début, c'était un projet collectif avec des copains. Ensuite, c'était plus personnel. C'était avec ma compagne. Voilà. Donc j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs, j'ai rencontré beaucoup de cédants, et c'est pour ça que je me permets que je témoigne aujourd'hui. Alors l'intitulé parcours du combattant, ça peut paraître un peu négatif comme ça. Moi je le prends, en effet, je me dis que c'était un parcours du combattant, mais c'était un parcours du combattant quand même qui était assez positif parce que en fait pendant toutes ces années où j'ai cherché les fermes, où j'ai fait des visites, je me suis pas tourné les pouces et j'ai fait des stages dans des fermes, je me suis formé pour faire du fromage, je me suis formé en élevage. J'ai travaillé au service de remplacement agricole, j'ai fait du salariat sur des fermes. Donc en fait, ça m'a permis de vraiment continuer ma formation et d'en arriver là où je suis maintenant, c'est-à-dire de pouvoir m'installer avec un bagage, en tout cas qui est suffisant pour ça me permet d'appréhender pas mal de choses de manière relativement autonome. La première chose que je veux aborder, moi, dans toutes les difficultés que j'ai rencontrées, c'est de trouver des cédants ou des cédantes, de trouver en fait des agriculteurs
qui souhaitent transmettre leur ferme, enfin qui annoncent vouloir transmettre leur ferme. Mais en fait, je me rendais assez vite compte que la transmission, sur le papier, c'est facile de dire je veux transmettre ma ferme. Mais par contre, c'est tellement complexe en fait de transmettre une ferme et c'est pas juste je vends mes bâtiments, je vends mes vaches ou je vends mes tracteurs et voilà, j'ai transmis ma ferme. En fait, ça va beaucoup plus loin. Et moi, j'ai été très souvent confronté à des cas où en fait les cédants ou les agriculteurs qui voulaient arrêter, s'étaient pas préparés, personne les avait préparés à ça. Et en fait, la plupart du temps, c'est des gens qui avaient fait ça toute leur vie. Et quand on leur dit, bah, c'est bon, vous avez le droit à la retraite, il y en a très peu qui se disent, bon, bah, ok, bah, j'arrête. Dès que je trouve à transmettre, j'arrête. Et voilà, j'ai fini mon métier d'agriculteur et je suis retraité. Et voilà. La première problématique, c'est parce que les retraites agricoles sont très faibles, comme la plupart des cotisants indépendants. Enfin, une retraite d'agriculteur, un agriculteur qui a fait 40 ans ou plus de 40 ans d'activité à son compte, voilà, il a une retraite en général de 800 euros. Donc déjà rien que ça fait que les cédants agricoles abordent la question de la retraite différemment. Et il y a tout un passif aussi, il y a tout un historique. C'est souvent des fermes familiales qui ont été reprises des parents, qui avaient repris ça de leurs parents. Et quand il faut rompre un peu ce cycle et vendre sa ferme ou la louer à quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole, qui est plein de bonne volonté mais qu'on connaît pas forcément tout ça, et ben en fait il y a vraiment un travail de psychologie à faire avec les cédants et les cédantes là-dessus. C'est incroyable, quoi. Et c'est vraiment très complexe. Et c'est pas une question qu'il faut aborder avec les cédants un an avant ou 2 ans avant. Moi, je pense vraiment que de pouvoir discuter avec un agriculteur et lui dire dans 10 ans, tu vas être à la retraite, comment t'envisages ça et comment tu vois les choses. Bah, je pense que 10 ans avant, c'est un bon moment déjà pour commencer à en parler, parce que ça demande tellement d'efforts de la part des gens qui arrêtent. Et donc, moi, je me suis souvent retrouvé confronté au fait que, par exemple, bah, il y avait des fermes à vendre. Alors, ils vendaient les bâtiments, ils vendaient des vaches, ils vendaient des tracteurs. Mais en fait, il y avait toujours des trucs plus compliqués, c'est-à-dire qu'il y avait quelques terres, ils voulaient les garder pour eux. Il y avait un bout de bâtiment, ils voulaient le garder parce que peut-être que leur enfant allait être intéressé. Et puis en fait, bon, ils savaient pas trop comment. Enfin, c'était toujours très très complexe, quoi. Donc, dans le cadre d'un PAIT ou en tout cas dans le cadre d'un accompagnement, enfin, moi, j'inciterais vraiment très fortement les communes, vraiment à une échelle locale, les communes et même les intercommunalités, à faire un travail de recensement de leur population agricole et de leurs actifs agricoles. Ils peuvent avoir les données par le biais de la MSA relativement facilement et de faire un travail vraiment d'accompagnement des cédants, mais bien en amont, bien en amont de la réactivité, parce que c'est le seul moyen pour qu'il y ait plus de transmission et que ce soit plus facile de trouver de nouveaux actifs agricoles et de surtout changer un peu le modèle des fermes, quoi. Et par rapport à ce modèle des fermes, toujours sur l'accompagnement des cédants, j'ai souvent entendu des agriculteurs. Alors moi, du coup, j'ai visité beaucoup de fermes laitières, donc c'est relativement, voilà, moi, mon discours, il est assez orienté sur les fermes laitières. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui pensent que pour transmettre leur ferme, il faut qu'elle soit pimpante un peu. Il faut qu'ils aient du matériel neuf, il faut qu'ils aient des bâtiments flambant neufs ou des bâtiments où tout. Enfin, ils pensent vraiment que il faut que tout soit beau, quoi. Et ça, c'est une grosse problématique parce que la plupart du temps, quand on cherche à s'installer, on cherche pas à reprendre pour 1 million d'euros de capital. Moi, j'ai souvent visité des fermes où c'était de cet ordre-là, voire plus, quoi. C'était, bah, si vous voulez vous installer, nous, on vous vend la ferme, on vous vend des bâtiments, du cheptel, du matériel, peut-être des bouts de terrain, et puis vous prenez les terrains en location. Et il y en avait pour plus d'1 million d'euros, quoi. Pour un truc qui était pas, enfin, c'est des fermes pour faire du lait industriel, qui est pas payé. Donc, autant dire, autant se mettre la corde au cou tout de suite. Et puis, enfin, c'était vraiment assez hallucinant, quoi. Et moi, j'ai eu la chance, quand la ferme que j'ai trouvée à Miribel, là, d'avoir un agriculteur qui avait du matériel qui était assez vieux, mais bien entretenu, d'avoir des bâtiments qui étaient pareils, les bâtiments, il cherchait pas à les vendre, d'avoir un cheptel, ça lui posait pas de problème de vendre le cheptel à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, j'ai pu m'installer parce que j'ai pas eu un capital énorme à reprendre. Et surtout, j'ai repris une structure qui n'était pas une structure hyper spécialisée. C'était une ferme sur laquelle ils faisaient du lait avant. Depuis 3-4 ans, ils faisaient de la viande.
mais du coup, la structure n'était pas vraiment orientée lait à fond, quoi. Donc moi, ça m'a permis de reprendre une structure pas trop chère et de la réorienter sur ce que je voulais en faire, c'est-à-dire une petite structure laitière. Je vais attaquer à fabriquer une fromagerie, une salle de traite. Enfin, donc en fait, il faut vraiment aussi bien insister sur le fait que les cédants agricoles doivent penser que et doivent réfléchir au fait que le capital et d'avoir un capital énorme à céder au moment de la retraite, c'est plus un désavantage qu'un avantage. Et malheureusement, la plupart du temps, ce capital-là, les cédants agricoles, ils comptent énormément dessus parce que c'est là-dedans qu'ils ont investi toute leur vie en fait. Ils se sont très peu payés en général. Le peu d'argent qu'ils gagnaient, on leur a conseillé de l'investir dans du capital, dans du matériel pour pas payer d'impôts, pas payer de MSA. Et donc ils se retrouvent à la retraite avec un capital énorme, une toute petite retraite. Et donc s'ils vendent pas leur capital et s'ils valorisent pas leur capital, et ben en fait ils ont travaillé toute leur vie pour rien quoi. Donc voilà, ça c'était quelque chose de très très compliqué à aborder avec les cédants, cette problématique du capital et du fait que on veut s'installer mais on veut pas. Enfin, les très grosses industrielles, elles sont réservées. Enfin, il y a peut-être encore quelques personnes qui veulent travailler là-dedans, mais en tout cas moi c'était pas mon cas et je pense que dans la plupart des personnes hors cadre familial, c'est pas le genre de structure qui font rêver quoi. Un deuxième point qui était assez souvent bloquant pour moi, et notamment parce que j'ai visité des fermes dans les alentours de Grenoble, en Chartreuse, Vercors. Ce point bloquant, c'est l'accès au logement pour les agriculteurs. Et ça, il faut en parler, en reparler. Il faut que les communes, les intercos, elles soient au courant que de vouloir installer des agriculteurs, mais de pas vouloir favoriser le logement des agriculteurs sur place, c'est une énorme erreur. Alors, ça s'applique beaucoup à l'élevage. Moi, dans mon cas, en élevage laitier, il y a une forte astreinte. Il y a la traite le matin, le soir. Il y a des animaux. Mais en fait, même en maraîchage, un maraîcher, une maraîchère, il a besoin tous les matins d'aller ouvrir ses serres, de les refermer le soir. Il y a une astreinte. En agriculture, de manière générale, il y a une astreinte qui fait que ne pas loger à proximité, c'est quand même très compliqué. Et moi, j'ai eu l'opportunité de m'installer sur des fermes à côté de Grenoble. Donc, il y avait de la surface, il y avait des terres. Il y avait potentiellement des bâtiments agricoles, mais par contre, pour se loger, c'était impossible, c'était la croix et la bannière. Donc pour ça, je pense que une des solutions, ça serait quand même de favoriser, dans un premier temps, de manière temporaire, les habitats légers, de favoriser les habitats légers. Il y a aussi la possibilité pour un agriculteur à certaines conditions, de construire sa maison ou ce qui est considéré comme un logement de fonction sur un terrain agricole. Donc, il faut que ce logement de fonction soit accolé à un bâtiment, enfin, qu'il soit inclus dans un bâtiment. Il ne faut pas que ce logement de fonction ou cette maison soit dissociable de l'activité agricole. Il y a eu malheureusement beaucoup d'abus de la part d'agriculteurs, donc il y a beaucoup de communes et d'intercommunalités qui maintenant refusent que ces logements de fonction soient construits sur des terrains agricoles. Mais c'est une question qui est primordiale parce que dans l'agglomération grenobloise, vouloir installer un agriculteur, c'est bien, mais lui dire pour le logement, vous vous débrouillez, de toute façon, on n'a pas de passe-droit à faire. Moi personnellement, un agriculteur, il gagne pas autant aussi bien sa vie que la plupart des gens qui habitent notamment sur les zones de Piémont, Chartreuse, Vercors, tout ça, qui sont des zones qui sont quand même très cotées autour de Grenoble. Donc c'est pas possible de se loger là-bas et c'est pas possible de louer quelque chose parce que ça coûte hyper cher et c'est très difficile d'acheter une maison neuve ou d'acheter une maison à rénover. Donc la question du logement, elle est primordiale et les communes ont vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et voilà, ça a été pour moi en tout cas un frein sur certaines fermes parce que aussi en général les agriculteurs ont depuis tout le temps ont une maison sur place, ont hérité d'une maison sur place et ils veulent rester là pour la retraite. Donc voilà, ça se comprend aussi, mais la question du logement, il faut vraiment que tout le monde l'ait bien en tête. Hein. C'est un truc. Moi, j'ai pu m'installer avec ma compagne, on a pu s'installer à Miribel parce que on a pu acheter avec le corps de ferme, on a pu acheter une maison qui était vide, qui était à rénover, voilà, ça posait aucun problème aux cédants de nous vendre une maison à rénover. Donc voilà, c'est une des choses qui a fait qu'on a pu s'installer ici. Et après, on en parle souvent. 2 minutes. On en parle souvent, c'est l'accès au foncier. Alors, l'accès au foncier, c'est souvent un peu. Je pense que quand on parle d'accès au foncier, souvent on se trompe un peu d'objectif.
on parle souvent d'accès au foncier en pensant forcément achat de foncier. Alors, dans certains cas, c'est bien de pouvoir acheter du foncier. Si on fait du maraîchage ou de l'arboriculture, si on doit créer un accès à l'eau, si on doit créer des zones, des retenues pour de l'eau, ça peut être bien d'être propriétaire, mais il faut vraiment pas considérer que la propriété pour un agriculteur, quand on s'installe en agricole, on a déjà suffisamment d'investissement. Si on peut se passer d'investir dans du foncier agricole, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc Terre de Liens et des groupements fonciers agricoles, comme il y en a en Chartreuse, permettent d'avoir des réponses dans le cas où l'accès le fait d'acheter du foncier agricole soit problématique. Mais surtout, l'accès au foncier, c'est surtout l'accès aux terres en fait et l'accès aux locations. Toujours dans la région grenobloise, toujours autour de Grenoble. Toujours dans ces mêmes villages où les gens sont très motivés pour avoir du bio, du local, sont très favorables à l'arrivée de jeunes agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui ont du mal à se loger, mais quand même ils y sont favorables. Et ben en général, il n'y a pas de baux agricoles en fait. Les terres agricoles, tous les propriétaires acceptent que les agriculteurs exploitent les terrains, donc fassent les foins, fassent pâturer les bêtes. Ils leur disent non, mais c'est pas la peine de me payer, c'est pas la peine qu'on fasse de bail, parce qu'en fait, il y a une méconnaissance du droit rural qui est énorme. Et c'est les propriétaires qui se disent si je loue un agriculteur, je pourrais jamais m'en dépêtrer. Et si mon terrain agricole passe constructible, c'est un tel jackpot qu'il faut surtout pas que je passe à côté de cette opportunité, quoi. Ce qui est une aberration, parce que le droit rural dit qu'un agriculteur qui loue un terrain agricole, si le terrain agricole devient constructible, ça rend le bail caduc et le propriétaire peut récupérer son terrain qui est devenu constructible, par exemple, pour le vendre. Donc, ne pas vouloir faire signer le bail, c'est une erreur en soi. Et en fait, ça peut mettre beaucoup d'agriculteurs dans une précarité parce que d'avoir des terrains sur lesquels on n'a pas de bail, sur lesquels le propriétaire du jour au lendemain peut nous dire, en fait, voilà, c'est plus chez toi, j'ai décidé d'en faire autre chose. C'est quand même, pour la viabilité d'une exploitation, c'est quand même assez compliqué. Donc, il faut bien aussi, il y a aussi pareil, un gros travail à faire auprès des propriétaires terriens pour leur expliquer vraiment le droit rural. Et puis aussi pour des propriétaires terriens qui habitent dans un village et qui en fait ne font pas grand-chose quand même pour favoriser l'installation de jeunes en ayant cette en faisant cette spéculation sur les terrains agricoles, c'est quand même dramatique, quoi. Il faut réussir à expliquer aux gens que le plus important c'est pas après ça c'est que spéculer sur un terrain agricole en disant peut-être dans 50 ans il sera constructible, donc c'est quelque chose de totalement aberrant. Et si on parle d'autonomie élémentaire, c'est pas pour rien, quoi. Donc la résilience alimentaire, elle passe aussi vraiment par un changement de mentalité des propriétaires terriens. Il faudrait conclure. Pardon ? Il faudrait conclure. On arrive sur la fin du temps. Eh ben, j'ai fini. Voilà. Et juste pour continuer sur le foncier, moi j'ai eu la problématique aussi de chercher du foncier pour construire un bâtiment agricole, parce que des fois on trouve des fermes sans bâtiment agricole ou avec des bâtiments agricoles qui sont pas à vendre, et de trouver du foncier d'acheter du foncier pour construire un bâtiment agricole, c'est pareil. Moi j'ai été confronté à ça, de dire à des propriétaires, vous avez un bout de terrain agricole qui vous sert à rien, moi je voudrais l'acheter pour faire un bâtiment dessus. Les propriétaires refusaient parce que pour eux c'était une aberration que j'achète un terrain au prix de l'agricole et que je puisse construire un bâtiment agricole dessus. Donc ils ont préféré le garder et se dire si un jour c'est constructible, on le vendra pour qu'il y ait des constructions dessus. Donc voilà un peu pour l'ensemble une partie des choses auxquelles j'ai été confronté. Super, merci. Alors on a beaucoup de discussions autour de la HVE dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être plus sur l'expérience d'Étienne ? Je vous invite vraiment à poser les questions dans le chat. Là, comme il n'y en a pas, si vous voulez le poser directement, c'est… Moi, je poserais bien la question de figer, parce qu'on voit que sur le foncier agricole, quand on a une dérogation pour construire un bâtiment agricole, ensuite, il passe sur le marché, on peut s'en séparer. Et est-ce qu'il faudrait pas protéger le foncier agricole pour à la succession le mettre avec le droit d'exploiter comme une terre, comme n'importe quoi, parce que beaucoup de terrains ont été construits avec une dérogation parce que c'était en zone agricole, et puis quelques années plus tard, c'est vendu comme une maison d'habitation
ou transformées en maisons d'habitation. Et ça part au prix du foncier de l'immobilier et non plus au prix du terrain agricole. Et pour les nouveaux agriculteurs, c'est un prix qu'ils ne peuvent pas toujours assumer. En banlieue. Oui, alors c'est ce que je disais dans mon témoignage, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu beaucoup d'abus d'agriculteurs qui ont fait construire des maisons et qui les ont vendues après, sur des terrains agricoles. Ce que j'expliquais bien aussi, c'est que notamment, en tout cas dans beaucoup de régions maintenant, la problématique de construire un logement de fonction ou une maison sur un terrain agricole, on n'a pas le droit de faire ça si ce logement ou si cette maison n'est pas vraiment inclus dans un bâtiment agricole ou dans un bâtiment à vocation agricole pour faire l'élevage, pour faire du stockage de fruits ou légumes, enfin des choses comme ça. Donc ça permet de vraiment pas du tout dissocier la maison de la partie agricole. Et ça permet en théorie de se dire en fait la maison elle peut pas être vendue sans la partie agricole, donc en fait la maison elle fait un peu partie de l'ensemble. Mais je suis d'accord et je pense que ça serait quelque chose à faire de pouvoir sanctuariser un peu plus le fait que ce logement de fonction ou cette maison et qu'on accepte qu'elle soit construite à condition qu'elle reste vraiment solidaire et qu'elle fasse partie prenante à chaque fois, à chaque transmission de la ferme. Mais je sais pas personnellement, je sais pas quels sont les leviers au niveau d'un PLU ou je sais pas quels sont les leviers pour vraiment faire respecter cette contrainte. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette contrainte et avec il faut plus qu'il y ait des variations là-dessus parce que ça participe vraiment, ça aide pas du tout à l'installation. Alors ensuite, on a une question de Hakim Slemi. Hakim, est-ce que vous voulez prendre la parole pour la poser ? Monsieur Slemi ne peut pas. Donc pourquoi les écoles agri ne travaillent pas sur les transmissions pour les nouveaux agriculteurs ? C'est vrai que c'est pas dans les programmes. Je sais pas pourquoi les écoles, pourquoi les formations agricoles. Alors après, pendant les formations agricoles, il y a en général les étudiants sont amenés à rencontrer quand même pas mal d'organismes qui travaillent sur la transmission agricole et qui peuvent donner des clés pour aider à la transmission. Mais ouais, c'est pas le rôle, en tout cas, c'est pas le rôle a priori des CFPPA, enfin en tout cas des lycées agricoles, c'est pas leur rôle, quoi. Il n'y a pas vraiment, voilà. Alors, je vois qu'on a la directrice du lycée horticole de Saint-Imier qui peut apporter une réponse. Oui, si vous le permettez. Donc, bonjour à tous. Je suis Madame Labonne, donc la directrice du lycée horticole de Saint-Imier. Et donc, voilà, effectivement, alors je vais parler de la formation adulte plutôt, n'ayant pas de formation scolaire dans le lycée jusqu'au bac pro, mais en formation adulte dans les CFPPA pour les BPREA, donc les brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole, où beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, viennent se former. Voilà, il y a alors l'aide entre guillemets, l'aide de rencontrer la chambre d'agriculture, l'aide de rencontrer, enfin de savoir ce que c'est que la SAFER et tous les organismes, de les aider dans leur montage de projet. Mais effectivement, on n'a pas la capacité, malheureusement, j'ai envie de dire, de leur apporter toutes leurs solutions pour trouver du foncier. C'est une vraie problématique, effectivement, pour tous les jeunes ou moins jeunes qui veulent s'installer. Voilà, on essaye de faire le lien. Mais voilà, nous, on n'a pas ce pouvoir-là, malheureusement. Après, pour la formation plus scolaire, ça fait partie des programmes, tout ceci. Mais je vous dis, un lycée, ça reste un lycée, un centre de formation pour adultes. Voilà. Si on avait des terrains pour leur offrir, on le ferait avec grand plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter. C'est ce qu'a dit Monsieur Escalier tout à l'heure. Très bien, merci pour ce complément. Merci beaucoup, Étienne, pour ton témoignage.